Sous-traitance, formation, Calliope, un nombre de sujets encore pas très clairs pour la totalité des formateurs indépendants, des organismes sous-traitants ou des donneurs d'ordre qui se posent encore beaucoup de questions sur les obligations en la matière. C'est pourquoi j'ai décidé en moins de 20 minutes de vous présenter cette vidéo où je vais vous détailler à la fois les obligations légales et réglementaires du sous-traitant, mais aussi les nouveautés en lien avec le dispositif CPF et les obligations de certification Calliope qui concernent peut-être éventuellement certains organismes ici. Bienvenue donc dans cette vidéo dans laquelle donc on va vous présenter un certain nombre d'éléments. Je vais d'abord commencer par définir de façon large ce qu'est la sous-traitance. On fera bien sûr un focus ensuite sur les obligations du sous-traitant dans le champ de la formation professionnelle, mais aussi et surtout dans le cadre du dispositif du CPF, du compte personnel de formation. J'insisterai sur les textes clés, à savoir la loi, les décrets plus arrêtés. On parlera aussi du guide de lecture du référentiel Calliope à qui ça parle, peut-être. Et on terminera bien sûr ensuite sur finalement que faire quand on a compris quelles étaient les obligations pour aller un petit peu plus loin. La sous-traitance, c'est pas nouveau, ça concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le transport, dans la restauration ou dans l'industrie, et ça concerne aussi bien sûr le monde de la formation professionnelle au sens large, que ce soit d'ailleurs la formation continue, les bilans de compétences, l'accompagnement VAE ou l'apprentissage. Il faut savoir qu'en France, vous avez plus de 120 000 structures publiques ou privées qui sont déclarées avec un numéro de déclaration d'activité. Sur ces 120 000, vous en avez plus de 40 000 qui sont certifiés Calliope aujourd'hui. Donc, vous en avez au final à peu près 80 000. Si elles ne sont pas certifiées Calliope, c'est forcément qu'elles réalisent soit de la sous-traitance pour une large majorité, ou alors qu'elles réalisent aussi des activités en direct, donc hors financement Calliope. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, il y a aujourd'hui énormément de structures qui sont en sous-traitance pour d'autres et c'est là-dessus où on va insister là maintenant. Je voudrais tout d'abord revenir sur la définition de la sous-traitance puisque c'est que c'est pas très clair pour tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qui dit sous-traitance dit forcément un triptyque. Il y a forcément un triptyque ou un trio. Et dans ce trio, qu'est-ce que l'on va retrouver? Alors déjà bien sûr, on va retrouver finalement le bénéficiaire final, on va retrouver finalement le client, c'est celui qui va commander une formation à un organisme. Ça peut être d'ailleurs une entreprise ou ça peut être aussi une personne. Par exemple, dans le cadre du CPF, ça va être un titulaire de compte CPF qui va acheter une prestation de formation. Voilà. Alors, il va l'acheter à qui? Il va l'acheter à un entrepreneur principal. Alors ça, c'est au sens de la loi de 1975. On parlera plutôt au sens large de donneur d'ordre ou de commanditaire si ensuite ce même entrepreneur principal fait appel justement à quelqu'un pour confier la prestation. Mais donc, partons du principe que ce client signe un contrat, qu'il achète une action de formation à une entreprise, à un organisme de formation. Ok, très bien. Ce client a une relation contractuelle avec son entreprise, avec son entrepreneur principal. Donc, si cet entrepreneur principal décide de confier la réalisation de l'action de formation à un sous-traitant, il a le droit. Ok, donc il a le droit et ça va se matérialiser le plus souvent via la création d'un contrat, de quelque chose qui va finalement permettre d'encadrer la sous-traitance de la réalisation de la prestation. Voilà. Et ce qu'il faut retenir en fait de ce triangle, c'est que au final, il n'y a pas, quasiment jamais, de relation contractuelle entre le client et le sous-traitant. Parce que le client, lui, signe avec l'entrepreneur principal, avec son commanditaire, et le sous-traitant, lui, signe aussi avec son commanditaire. Donc vous avez ici et là des contrats, mais rien n'engage contractuellement le client et le sous-traitant qui va animer une prestation, d'où son importance dans, vous le verrez après, l'encadrement de la sous-traitance au CPF pour finalement apporter plus de clarté, plus de structuration, peut-être même aussi plus de professionnalisme pour les sous-traitants à qui on fait appel pour des prestations. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Là il faut vraiment retenir que la sous-traitance, il y a toujours trois entités dans le cadre de cela. Si je reviens sur une petite définition, c'est que sous-traiter, ça veut dire finalement acheter la réalisation
d'une action de formation. On pourrait aussi dire confier la réalisation d'une action de formation à une personne physique, donc un formateur indépendant, ou une société à une personne morale. Certains me diraient, oui, mais alors ça veut dire quoi la réalisation d'une action de formation? Alors au sens large, bien sûr, ce qui nous vient en tête, c'est, je ferme les yeux, je vois un formateur qui anime une session de formation, soit en visio, soit dans une salle de cours, donc on est plutôt dans de l'animation, ok? Mais peut-être que l'animation est un terme un petit peu réducteur, et on pourrait aussi englober tous les éléments qui permettent de réaliser l'action de formation. Ça pourrait tout à fait, et là je reprends les différents indicateurs Calliope, mais on pourrait retrouver l'analyse du besoin, le positionnement, l'adaptation de la prestation, l'évaluation aussi des compétences. Enfin voilà, on pourrait retrouver aussi un certain nombre de choses, et c'est pas que l'animation avec un support pédagogique. Voilà, donc c'est vraiment ce que l'on décidera de sous-traiter. Un entrepreneur principal pourra décider de sous-traiter simplement je sais pas moi, l'évaluation du positionnement et l'animation, et puis lui il se garde par exemple l'évaluation des compétences à la fin. Voilà. Ou alors il pourra décider de sous-traiter en totalité la réalisation de la prestation. Voilà, donc ça c'est des choses après qui seront faites bien sûr au cas par cas, en fonction des dossiers, en fonction des missions, en fonction de ce qui sera proposé aux sous-traitants. La sous-traitance est à ne pas confondre avec la prestation de service. Une prestation de service, c'est quoi? Alors ça, c'est encadré par le Code civil, c'est un article du Code civil qui dit que finalement, vous avez un maître d'ouvrage d'un côté, un donneur d'ordre, un commanditaire, qui va aller acheter un service donné à un prestataire de service. Donc ce service peut être quoi? Ça peut être du conseil, de l'assistance, une assistance technique ou matérielle, un contrat d'assistance pour acheter des PC dans le cadre d'une formation, ou une ingénierie pédagogique, donc la création de supports de cours ou de contenu pédagogique par exemple pour une session. Voilà. Donc là on est plutôt dans de la prestation de service et pas tant dans de la sous-traitance. Si vous avez retenu ces deux items, c'est déjà que vous avez bien compris ce qui sera demandé ensuite par rapport aux obligations liées à la sous-traitance. Alors maintenant, si on parle des obligations du sous-traitant dans le cadre de la formation professionnelle, déjà un rappel tout bête, c'est le numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA. Ce NDA, alors qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous réalisez des prestations de formation professionnelle, et ça c'est le Code du travail qui le dit, vous devez déposer une déclaration d'activité, alors ce qu'on appelle au service régional de contrôle, au SRC, de la DRETS. Donc la DRETS, c'est la direction régionale qui gère un petit peu toute la partie travail, contrôle, inspection des fraudes. Donc vous tapez DRETS sur Google, vous avez des DRETS donc, qui sont à chaque fois DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, DRETS Bourgogne-Franche-Comté, DRETS Occitanie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir, sur leur site internet, vous avez un site qui s'appelle mesdemarchesemploi.gouv et vous pouvez finalement réaliser une demande de déclaration d'activité avec un certain nombre de documents réglementaires, comme une première convention de formation, les titres et diplômes en lien avec votre activité, ou un certain nombre de choses. Cette déclaration est obligatoire pour toute personne qui exerce soit de la formation, du bilan de compétences, de l'action d'accompagnement VAE ou de l'apprentissage. Il n'y a aucune notion de distinction entre le donneur d'ordre ou le sous-traitant dans les textes. Ça veut dire qu'on peut partir assez facilement du postulat qu'un sous-traitant est concerné au même titre qu'un donneur d'ordre quant à la détention de son NDA. Alors, obtenir un NDA, c'est quelque chose, ok, mais ensuite, pour le maintenir dans le temps, vous devrez procéder à ce qu'on appelle le remplissage du bilan pédagogique et financier. Donc là, c'est via une plateforme en ligne également, sur mesdemarchesemploi.gouv, toujours pareil. Et sur cette plateforme-là, vous devrez à chaque période, alors c'est souvent au mois d'avril. Au mois d'avril, vous devrez déclarer l'activité que vous avez réalisée en formation sur l'année précédente. Voilà. C'est la seule obligation à retenir pour continuer à bénéficier de ce NDA dans le temps. Alors en plus de cela, moi j'ai très souvent la question, oui mais alors quand on est sous-traitant, est-ce qu'on est concerné par Calliope? Alors dites-vous bien que la certification Calliope concerne uniquement les organismes de formation qui souhaitent faire bénéficier des fonds publics et mutualisés à leurs bénéficiaires.
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le décret du 6 juin 2019 qui finalement encadre le référentiel qualité, qui explique finalement qui sont les organismes qui doivent respecter les indicateurs qualité. Okay, donc ça, je dirais, c'est la base de la réglementation en 2019, qui a un petit peu changé, vous allez le voir juste après. Donc ça implique bien sûr que, de base, quelqu'un qui veut être certifié Calliope, c'est celui qui intervient de manière directe avec son bénéficiaire, avec son apprenant. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit puisque depuis le 8 janvier 2024, vous avez un document qui s'appelle le guide de lecture du référentiel national qualité qui a été actualisé en version 9. Et dans ce guide de lecture, vous avez des petites nouveautés. Alors, moi, je voulais vous parler ici de l'indicateur 27. Alors, pour faire très vite, vous avez un référentiel de 32 indicateurs qui sont applicables en fonction de votre activité. Dans ces 32 indicateurs, vous avez un indicateur 27 où dans le guide de lecture qui précise un petit peu les conduites d'audit à tenir avec le niveau attendu, la définition de chaque indicateur avec les exemples de non-conformité ou de preuves, vous avez des obligations qui sont spécifiques. Et pour cet indicateur 27, donc je vais le reprendre tel qu'il est dit, c'est lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel. Ça veut dire que de base, chaque donneur d'ordre est audité sur le fait que du moment qu'il sous-traite quelque chose, il doit s'assurer du respect de la conformité au présent référentiel. Et vous avez une petite note en bas qui vous disait, et ça c'était le cas depuis la genèse du référentiel, cet indicateur n'impose pas au sous-traitant l'obligation de certification Calliope. Pourquoi ? Parce que, et c'est assez logique, la responsabilité de la qualité, au final, elle appartient toujours au donneur d'ordre et donc charge à ce dernier de mettre en place les modalités qui assurent la chaîne de la qualité avec ses sous-traitants. Donc ça, c'était le texte initial, le contenu initial de cet indicateur 27, qui a été modifié donc le 8 janvier, donc rendu applicable à partir du 8 mars 2024, qui nous dit que ça, c'est vrai, en dehors des cas prévus par des dispositions légales ou réglementaires. Alors, ça tombe plutôt bien, parce que finalement, il y a eu une disposition légale et réglementaire qui n'est pas passée inaperçue fin décembre 2023, qui consiste à encadrer la sous-traitance au CPF, et c'est ce que l'on va voir juste après. Je ne vais pas revenir sur l'éternel débat avec les actions financées au CPF. Vous avez eu une période massive de fraude en 2021-2022 qui a été aussi portée par un environnement très médiatisé. Et cet environnement médiatisé a forcé les autorités à prendre des décisions complémentaires pour encadrer tout ça. Donc vous aviez finalement des blocages informatiques, des contrôles massifs qui ont été réalisés par la Caisse des dépôts et des consignations, qui est en fait le gestionnaire de l'application compte formation, mon compte formation. Finalement, le problème a plutôt été réglé de façon informatique et via des contrôles assez poussés qui ont été plutôt efficaces, puisqu'on est tombé de à peu près 15 à 20 000 organismes référencés à environ 10 000, 12 000 là actuellement. Donc au final, ces textes sont arrivés très tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une loi qui est arrivée en 2022 et des textes d'application qui sont arrivés en fin 2023, début 2024. Donc c'est arrivé très très tard, un petit peu après la guerre. Donc on ne va pas débattre sur ce sujet. Moi, mon but du jeu, c'est de vous expliquer là, concrètement, l'historique par rapport à tout ça. Alors, le premier point, c'est bien sûr la loi 2022-1587 du 19 décembre 2022. Cette loi, elle vise à lutter contre la fraude au CPF. Très clairement, c'est d'ailleurs dans cette loi-là qu'il est interdit de démarcher les titulaires de compte. On a tous été ici ou là contactés en 2021-2022 par des organismes français ou étrangers d'ailleurs, nous sollicitant pour des formations au CPF. C'est interdit depuis cette loi. Et ce qui est intéressant en fait dans cette loi, quand on la décortique, quand on décortique les conditions qui sont mentionnées, c'est que il est très clairement dit dans cette loi que un donneur d'ordre, en fait un organisme référencé sur la plateforme Mon Compte Formation peut sous-traiter, mais à condition. Et là vous avez toutes les conditions. Donc c'est assez lourd puisqu'au final ça veut dire que le sous-traitant doit donc avoir un NDA, ça c'est logique, respecter des obligations comptables plutôt logique également. Je vous parlais du bilan pédagogique et financier, mais c'est aussi toutes les obligations fiscales et sociales en parallèle de ça.
également pouvoir justifier de ses titres et qualités de formateur, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale, et surtout satisfaire aux conditions générales d'utilisation d'EDOF. Donc EDOF qui est en fait la plateforme de gestion du CPF, mais côté centre de formation. Et donc dans ces CGU, vous avez très clairement trois points clés qui sont que le sous-traitant doit se soumettre aux mêmes obligations que le donneur d'ordre, avec ce qu'on appelle un système d'inscription à EDOF avec la Caisse des dépôts et des consignations, et de détenir Calliope, alors sauf exception qu'on verra juste après, et aussi de détenir l'habilitation à former de la part du certificateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette habilitation à former, une toute petite parenthèse par rapport à ça. L'habilitation à former, c'est ce qui est délivré par un propriétaire de certification dès lors qu'il, entre guillemets, il sous-traite son droit à former. Je vais essayer de citer personne, mais je suis par exemple un propriétaire de certification en anglais, en langue anglaise, et j'ai tout un réseau en France de centres de passage qui préparent également à la formation. Donc j'ai une habilitation à former et j'ai une habilitation à certifier, donc je vais donner cette habilitation à des organismes partenaires, à des centres de passage. Voilà. Donc ça fonctionne depuis déjà quelques années comme ça, mais en plus de ça, on nous dit ici dans cette loi que finalement, les sous-traitants sont également concernés par l'obtention de l'habilitation à former de la part du propriétaire du certificat, donc RNCP ou répertoire spécifique. Donc c'est plutôt engageant, c'est plutôt impactant, et ça va générer peut-être des modifications de modèle économique de la part aussi des propriétaires de certification. Alors ça, ce point-là, c'est plutôt, voilà, c'est très spécifique. On a un article qui est dédié sur le site Certifopac où vous pourrez consulter plus d'informations sur à la fois les certifications RS et RNCP, la notion d'habilitation à former et la notion d'habilitation à certifier. Donc je vous invite vraiment, pour ceux qui sont concernés, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur le sujet, aller consulter cette information. Alors ensuite, vous avez un décret qui est tombé plus d'un an après, le 28 décembre 2023, qui finalement vient rendre pratique cette loi et vient finalement nous expliquer un petit peu plus dans le détail ce qui est demandé par rapport à tout ça. Donc déjà, on a une exigence sur le contrat de sous-traitance qui doit être écrit. C'est plutôt la base, mais en tout cas, voilà, ça a été mentionné ici comme ça. Donc, un contrat écrit avec des mentions obligatoires, l'interdiction de la sous-traitance en cascade, ce qui veut dire que si vous êtes, par exemple, si quelqu'un vous sous-traite quelque chose, vous ne pouvez pas vous-même le sous-traiter. Ensuite, bien sûr, ça vous donne aussi plus d'informations sur le fait que le donneur d'ordre est responsable dans la vérification de l'éligibilité de son sous-traitant. Vous avez aussi une information quant à la limite de la sous-traitance via un plafond de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'un donneur d'ordre ne peut pas sous-traiter 100% de son activité. Donc ça, c'est plutôt un point quand même très, très important. Et puis aussi, et ça c'était plutôt attendu, des précisions sur les dispenses de Calliope et d'habilitation à former. Alors, pour qui? Donc pour les entreprises qui sont sous le régime micro-social, en d'autres termes, les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs pour ceux à qui ça parle, et bien sûr qui ne dépassent pas le seuil légal de chiffre d'affaires, à savoir 77 700. Très vite, en plus de ça, vous avez un arrêté, l'arrêté du 3 janvier qui est sorti en parallèle pour fixer le plafond de chiffre d'affaires. Alors ce plafond, en fait, c'est une loi de Pareto, puisque un donneur d'ordre peut sous-traiter 80% au maximum de son chiffre d'affaires, et donc, en contrepartie, 20% d'activités CPF à minima doivent être réalisées en interne. Voilà. Ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est un petit peu compliqué, c'est que il n'y a aucune règle de calcul qui est définie dans cet arrêté. Donc, finalement, les modalités de calcul de ce pourcentage sont à la main du prestataire, à la main du donneur d'ordre. Ça aura son importance puisqu'on vous a fait ici un exemple concret dans un petit tableau où on vous a expliqué que finalement, ce qui est logique, c'est que quand vous êtes au CPF, donc vous vendez une prestation, mais vous vendez surtout des heures. Hein. Chaque prestation est associée à un volume horaire, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou en distanciel. On vous a fait un exemple ici pour vous montrer que finalement, vous allez devoir lister toutes les prestations qui sont réalisées au CPF et
par rapport au nombre d'heures qui ont été vendues, vous allez devoir faire un ratio et dire, bah là, voilà, là par exemple, j'ai réalisé 1750 € sur une prestation Excel. Sur les 35 heures au total, j'en ai sous-traité 30. Donc j'ai un ratio de 86% qui ont été sous-traités. Donc en fait, on s'en fiche que le formateur il ait été facturé 10 € de l'heure, 20 € de l'heure, 100 € de l'heure. En fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous arriviez à justifier le ratio, le pourcentage de ce qui a été sous-traité. Et donc, une des variables d'ajustement, c'est le nombre d'heures comme ici présenté. Alors, pour synthétiser le décret que je viens de vous montrer, le plus intéressant, et vous avez le lien ici dans mon article, dans la vidéo, le plus intéressant, c'est d'aller remplir notre formulaire d'auto-évaluation, dans lequel vous allez avoir à répondre à 3 questions, et vous pourrez, si vous êtes formateur ou formatrice indépendante, vous pourrez découvrir le résultat et savoir tout de suite si vous êtes concerné ou pas. Donc faites-le pour avoir l'information et pour savoir si finalement vous devrez être certifié Calliope. Alors enfin, je vais clôturer par rapport à la version 9 du guide de lecture. Alors pourquoi cette version 9 du guide de lecture? Parce qu'en fait, elle a été finalement publiée juste après l'arrêté, juste après le décret. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, cette version 9, elle apporte un certain nombre de précisions sur à la fois ce que l'on entend par sous-traitance et comment on va l'auditer. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, on précise maintenant désormais dans le guide de lecture, donc le guide de lecture, c'est le support de base, c'est la Bible de tout auditeur Calliope. Et donc nous, en tant que certificateur Calliope, c'est un document qui est très structurant pour envisager une conduite d'audit qui soit la plus souple, la plus fiable, la plus rigoureuse quand on audite un organisme sous-traitant. Donc vous avez une définition de la sous-traitance ici, que vous retrouverez dans le guide, et surtout, vous aurez finalement un certain nombre de précisions. Dans la conduite d'audit, le document clé va être en fait le contrat de sous-traitance entre le sous-traitant bien sûr et son donneur d'ordre. Et c'est en fait grâce à ce contrat que l'auditeur va pouvoir apprécier chacun des indicateurs et se dire, bon ok, cet indicateur, il est applicable à votre situation parce que c'est écrit dans le contrat de sous-traitance que c'est vous qui faites par exemple l'évaluation. Par contre, c'est écrit dans le contrat que c'est pas vous qui faites l'analyse du besoin ou la création du contenu pédagogique parce que c'est pas un contenu qui vous est propre. Donc, auquel cas, il y aura une appréciation qui sera différente sur certains indicateurs et donc une conduite d'audit beaucoup plus pragmatique. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous. Attention, le corollaire, c'est que s'il n'y a pas de contrat, l'auditeur aura l'obligation de vous considérer finalement presque comme un donneur d'ordre et donc devra vous auditer sur tous les indicateurs avec les mêmes points de conformité qu'un donneur d'ordre. Donc c'est aussi assez dimensionnant, donc faites attention à ça. Autre point aussi, bien sûr, c'est les nouveautés qui encadrent cette version 9 avec des indicateurs qui sont non applicables, des exigences spécifiques, des indicateurs qui sont appréciés aussi en fonction de la mission, ça je l'ai déjà dit. Je ne vais pas revenir sur le sujet de la version 9, j'ai fait une vidéo dédiée à cette nouvelle version, aux nouveautés, aux différentes exigences nouvelles qui s'appliquent aux indicateurs 5, 26 et 30. Donc je vous invite sur le site de Certiforpac à aller consulter la version 9 et les différents indicateurs en question dans la page référentielle. On a compris les obligations en lien avec la loi, avec les décrets, les arrêtés, le guide de lecture. Eh bien, vous avez compris que peut-être que vous allez devoir y aller. Alors, quand on y va, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que déjà, en tant que donneur d'ordre, peut-être que vous allez devoir transmettre un certain nombre d'informations à vos sous-traitants et exiger pour certains d'être certifié Calliope. Donc, dans ce cas-là, en tant que donneur d'ordre, sachez que voilà, on peut être votre interlocuteur privilégié pour vous expliquer les différents sous-traitants qui sont concernés par la certification Calliope, en reprenant toujours bien sûr les textes de loi et en vous expliquant très concrètement quel texte va encadrer finalement la sous-traitance et va préciser l'obligation de certification. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Et si vous êtes vous-même un formateur indépendant, un freelance, là peut-être qu'en fonction de ce que je vous ai présenté ici, vous êtes concerné et donc auquel cas le but du jeu va être de faire une demande
une demande de devis déjà dans un premier temps sur notre site web. Donc vous avez le lien bien sûr dans la vidéo. Et puis de planifier ensuite un audit initial et de recevoir votre certification Calliope. Je vous rassure, sur le marché global de la certification Calliope, vous avez une majorité, alors je dirais pas écrasante, mais quand même une bonne majorité d'organismes de formation qui sont finalement des indépendants, des toutes petites structures. On a l'habitude de ce public chez Certifopac, on les certifie, on les suit dans le cadre de leur cycle de certification depuis déjà plus de 4 ans maintenant. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes, on saura vous transmettre les informations nécessaires et utiles pour planifier votre audit et pour ensuite avoir un suivi dédié, pour vous affecter un auditeur et pour pouvoir ensuite bien sûr obtenir votre certification Calliope à l'issue. Merci pour votre attention. Si vous avez encore des questions sur la sous-traitance, sur les obligations, eh bien sachez que nous restons disponibles. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn aussi sur laquelle on délivre un maximum d'informations et à vous abonner, c'est très important pour être notifié dès lors que l'on va publier d'autres vidéos. À très vite.